Mais lorsque Mokgwenyar Iwungu rejoint Ali Bongo et rentre au gouvernement, une partie d'autres leaders jeunes de votre génération, dont les Ange Kevin Zigou, les Elsa Rituel Bukandou et Nicolas Nguema, décident de claquer la porte et d'assumer leurs convictions et de dire pas de collaboration avec Ali Bongo. Vous ne faites pas ce choix. Vous rentrez même au cabinet de Mokgwenyar Iwungu. Comment est-ce que cela se justifie? Bien, en fait, si je me mets à déballer toute l'histoire, certains risquent de ne même plus avoir de respect pour ce que vous avez cité. Mais regardez les casses auxquelles on a procédé partout dans le pays, causant même des morts. Il y a eu des gens qui sont morts par peut-être AVC ou crise cardiaque. Ça a été vérifié. Le labeur de toute une famille. Vous venez comme ça briser cela et vous dites on vous déloge, on va vous indemniser après en violation des règles de procédure. Voilà ce qu'on a produit. Et ces gens-là continuent à soutenir Oligui Nguema. Est-ce que je dois parler des bourses? Vous avez vu la décision, certainement on y reviendra. Ce que je veux dire par là, c'est que le président de la République actuelle se permet de faire tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il veut, même se contredire et mentir publiquement. Aïe, c'est votre gars SW. Sur votre chaîne SW Décrypte, on a la chance aujourd'hui de recevoir un jeune leader de la scène politique gabonaise, consultant juridique, personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'hésite pas à prendre des positions, même si cela peut lui coûter. Fred Aurel Moussa Xeouk, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir proposé cette interview. Et permettez-moi aussi de vous adresser toutes mes félicitations pour le canal de communication que vous avez mis en place, qui permet à tous les compatriotes gabonais de s'exprimer et de porter au nu les réalités de notre pays. Je crois que vous méritez une légion d'honneur, la légion d'honneur du patriotisme. Merci infiniment. Je ne suis pas sûr que je l'aurai, mais vraiment ça me touche infiniment vos mots. En tout cas, dans notre cœur, c'est possible et vous le méritez très bien. Merci encore. J'ai vraiment voulu vous recevoir parce que pour moi votre parole a énormément d'importance. Déjà pendant la campagne présidentielle, à plusieurs reprises, on avait essayé de mettre en place ce rendez-vous. Malheureusement, il y a eu des imprévus. Ça me tenait énormément à cœur. Cet entretien sera, je pense, très qualitatif. Je vais vous demander de commencer à vous présenter pour notre auditoire qui pourrait ne pas vous connaître. Je suis un Gabonais normal. Je suis Fred Aurel Zéou Moussok. Je suis né le 20 juin 1984 à Libreville, mais mes origines familiales remontent au Togo. Je suis le fils de Edouard Njumba Moussok, qui est né en janvier 48 et qui est décédé en février 2013. Mon père était journaliste et acteur politique. Il a dirigé un grand journal de l'opposition, un journal satirique qui s'appelle La Griffe, qui a bouleversé le paysage médiatique et politique. Il a lui-même été candidat aux élections législatives en 96 et conseiller municipal dans les années 2000. Les origines ethniques de mon père se trouvent dans l'ethnie Obamba, Baoumou et Doumou. Je suis aussi le fils de Letono Hélène, qui est né le 31 octobre 1961, qui, au moment de la rencontre avec mon père, était ouvrière et ensuite est devenue femme au foyer. Elle trouve aussi ses origines ethniques dans l'ethnie Obamba et Bangouin. En dehors de mon identité, on va dire comme ça, familiale, j'ai un parcours. Je suis diplômé de l'université Omar Bongo, je suis donc juriste. Je prépare actuellement une thèse en droit médical parce que la santé et l'éducation sont des thèmes qui me sont chers. Je suis consultant des établissements scolaires, professionnels et universitaires, c'est-à-dire que j'accompagne les promoteurs d'établissements dans la création et le développement de leurs établissements. Que j'ai une expérience, j'ai été conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Mokgwenyar Iwungu, entre 2019 et 2020. Donc cette expérience m'a permis de mettre mon expertise juridique et technique au service des établissements. Alors, est-ce que je dois dire un mot sur mon parcours politique? Certains m'ont connu quand j'étais... Si ça ne vous dérange pas, on va y arriver. Votre parcours politique, là déjà succinctement, de planter le décor comme ça et de nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours, c'est parfait. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Donc, en fait, le combat politique, c'est un peu de famille. Vous aviez déjà vu votre père sur le pied de guerre. Là, vous reprenez un peu le flambeau à votre façon, avec vos combats. C'est un peu ça? Oui, c'est mon père qui, je peux dire, m'initie à la politique en 1996. Je me rappelle que j'avais 12 ans et je commençais à distribuer des tracts. Parce que quand on allait à Rwanda avec ma famille, il fallait convaincre même des gens du village, du lignage et tous ceux qui s'intéressaient à la politique. C'est lui qui m'a transmis la culture politique, le rapport à la politique. Mon père me disait toujours que la politique, c'est l'art d'administrer la cité pour son bien-être. C'est l'art de rechercher le bien-être
des individus et des citoyens. Mais je l'ai également vu, j'ai envie de dire, subir les affres de la politique parce qu'il était dans l'opposition. Mon père était membre du parti du Centre Gabonais Indépendant, le PGCI, qui était le parti fondé par Burkina? Jean-Pierre Lependou Lepandou. Ah, Jean-Pierre Jean-Pierre Lependou. Lependou et Jérôme Okinda, parce que Jérôme Okinda était le fondateur du journal La Griffe. Et mon père a travaillé effectivement pour La Griffe, comme je le disais, et il a été directeur de campagne de Jean-Pierre Lependou en 1993. Quasiment pendant un mois, mon père était dans l'Haut-Ogooué, nous étions à Libreville, notamment dans la cité d'Olomie, et nous avons vécu un peu les affres du système Bongo, puisque on ne pouvait quasiment pas sortir, on avait arrêté la scolarité, on était sans cesse dans la peur, qu'est-ce qui va arriver à notre père, qu'est-ce qui va nous arriver, parce qu'à l'époque, la garde présidentielle, la GP, avait encerclé notre lieu d'habitation, et nous étions dans la période entre 90 et 94. Ça a été une période très difficile là où le pays était quasiment coupé en deux. Juste avant les Très accords de vite, Paris. j'ai été au contact de la peur, voilà, de la peur, de l'insécurité, de l'injustice. Et je vous le dis, c'est un peu une confidence. Mon père a été victime de 2 tentatives d'assassinat, 1990 et 1993. Vous n'imaginez pas les mois que cela a suscité dans la famille. J'étais très attaché à mon père, mes frères, mes sœurs et moi. Très vite, je me suis posé la question de savoir si mon père pouvait mourir. Est-ce que nous, on pouvait mourir ou pas? Pendant un mois, nous avons été privés de l'affection de notre père, de sa présence. Et j'ai vu une héroïne à ce moment-là, c'est ma mère. Ma mère a été une héroïne. Elle a vraiment remué les terres pour qu'on ait de quoi vivre, de quoi manger. Elle avait également des parents dans le régime avec qui il fallait négocier. Mais c'est une période très dure. Ça me permet de dire qu'il y a des gens qui ont combattu le système Bongo PDG par culture ou par tradition, par ce qu'ils avaient entendu. Mais moi, je l'ai combattu parce que j'ai vécu dans ma chair les affres de ce système. J'ai même perdu un oncle qui était dans l'armée et qui a été quasiment, excusez-moi le terme, qu'on a retrouvé déchiqueté un jour parce qu'on était vraiment dans la période des grandes manifestations. Il y avait une très grande violence. Et donc, tout ça m'a forgé, ça m'a construit, ça a nourri mon parcours politique. Et je peux dire que ce qui m'anime, c'est la justice, l'esprit de famille, le bien collectif, le don de soi, le sacrifice. Parce que j'ai vu mes parents, notamment ma mère, vraiment donner d'elle-même pour protéger ses enfants. Ma mère est une héroïne, c'est une figure de la femme. C'est pour cela que j'ai grandi avec un grand respect pour la femme. Et l'un de mes combats, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme. Même si le mot ne me plaît pas trop, mais le désir d'égalité entre les femmes et les hommes, oui, c'est un combat que je porte. Parce que ma mère, je ne crois pas qu'elle était inférieure ni à mon père, ni à quelqu'un que ce soit. C'est une héroïne, c'est une femme de principe, de grande valeur, qui m'a montré la générosité de l'âme, qui fonde en fait la personne que je suis devenu, l'adulte que je suis devenu. Mais si vous me permettez, il y a quelqu'un qui m'a aussi très influencé, drôlement d'ailleurs, c'est Pierre Mambundu. Voilà, j'avais 14 ans, je sortais du lycée Léomba, j'allais à la maison et j'ai un ami qui était déjà très féru de politique, il avait un père qui était dans l'Union du club gabonais et il m'a dit non mais écoute, il y a Mambundu qui fait un meeting chez toi, au marché de Lomé. J'ai dit écoute, on va aller voir. Et quand nous sommes arrivés au marché de Lomé, et qui était à quelques pas de la maison, je vois un géant beau costume, éloquent. Bon, il parlait un français qu'un gamin comme moi ne comprenait pas forcément. Mais j'étais vraiment, voilà, c'était un français châtié, de haute tenue, et un homme de haute facture. J'étais ébloui. Quand je suis allé chez moi, je dis, mais papa, il y a un homme là, un géant, je l'appelais le géant. Il me dit, mais tu parles de qui? Je dis, oh, le géant. Eh bien, le géant, c'est Mambundu, parce qu'il y avait ce surnom-là qui circulait. Le géant, le géant, le géant. Et je peux dire que dans ma période d'adolescence, les 2 personnalités qui ont forgé ma conception de la politique, ma compréhension de la politique, mon engagement politique, c'est mon père, Edouard Njubomsok, et c'est Pierre Mambundu. Et il continue de m'habiter dans mes réflexions et dans mon engagement aujourd'hui. Parmi les qualificatifs que vous avez cités, vous auriez pu rajouter par exemple le mot courage, parce que loin de moi la volonté de dire qu'il y a des connotations ethniques ou tribales, mais à cette époque, étant originaire du Haut-Ogooué et s'ériger en opposant d'Omar Bongo, il fallait être très courageux. C'était quand même le fief de la famille présidentielle. Ça rajoute même un peu de poids à votre trajectoire. Bien qu'issu du Haut-Ogooué, vous n'avez absolument pas hésité à militer, par exemple, au sein de l'UPG, qui pouvait paraître un peu le parti des Bapounou, on peut dire. Mais ça montre justement votre hauteur d'esprit et votre conception de la politique. Tout à fait. Et pour ajouter à ce que vous venez de dire, le caractère un peu particulier de l'affaire, et là je vais aussi vous faire une deuxième confidence, c'est que je vous ai dit que mon père avait des ethnies, ses origines dans les ethnies Obamba, Baoumbu et Djoum. Parlant de l'ethnie Baoumbu, il y a un personnage que tout le monde connaît, mais de nom, mais dont on ne connaît pas forcément l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la tentative de coup d'État de 1985, dirigée par un homme de l'armée qu'on appelait Manza.
Les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Bon, moi qui suis de cette ethnie-là, c'est quelque chose qui nous a habités pendant très longtemps. Lui, il venait de l'ethnie Baoumou. Vous imaginez, originaire du Haut-Ogooué, c'était un crime de lèse-majesté contre le président Omar Bongo. Un Baoumou qui était du Haut-Ogooué, qui était censé soutenir le président qui est originaire du Haut-Ogooué, même s'il était batéké. Il y avait une présomption de solidarité régionale. Mais cette tentative de coup d'État a plongé les Baoumou dans une sorte de, j'ai envie de dire, d'opprobre, puisque dans le Haut-Ogooué, les Batékés estimaient que les Baoumou étaient des traîtres. C'est des gens qui voulaient arracher le pouvoir aux Omar, arracher le pouvoir aux Altobovéens et permettre à ce que quelqu'un d'autre puisse le prendre. Ça, c'est un peu la dimension ethnique et régionale de la politique. Et justement, mon père m'a toujours conseillé, dans la définition qu'il me donnait de la politique, qu'il faut dépasser la question ethnique, la question tribale, la question régionale. C'est pour cela que la République, qui est la chose commune, le bien commun, fonde mon engagement politique, ma compréhension de la vie en société. Quand on est un acteur politique, on ne doit pas ignorer évidemment ses origines, on ne doit pas ignorer les ressorts ethniques, mais il ne faut jamais fonder son action politique sur les ressorts ethniques. Ailleurs, on a vu ce que ça a causé, les guerres civiles, mais même dans notre pays, on voit comment ça mine l'administration, comment ça mine les rapports entre les Gabonais. Beaucoup de Gabonais se pensent d'abord Fan, Baoumou, Batéké, Obamba et autres avant de se penser Gabonais. Et je pense que c'est un gros échec, c'est un mal pour notre pays et c'est l'un des enjeux de la politique aujourd'hui. Lors de votre compagnonnage politique, donc vous militez à l'UPG depuis vos plus jeunes années. Donc d'abord ayant pour leader Pierre Mamboundou. Lorsqu'il disparaît, vous prenez fait et cause pour Moukani Iwangu, c'est bien ça? Oui, mais en fait, il faut dire que je n'étais pas vraiment militant, j'étais plutôt un sympathisant. Je suis devenu militant beaucoup plus quand j'ai approché Moukani Iwangu, qui était déjà dans les arcanes, mais qui était dans l'ombre à cause de son statut de magistrat. Et j'ai décidé à ce moment-là d'être un peu devant. Et Moukani Iwangu m'avait fait l'honneur de me confier des responsabilités, puisque j'étais déjà porte-parole du mouvement des jeunes UPGistes. Et nous étions dans la tendance loyaliste, puisqu'il y avait une décision, une friction, il y avait des aides. Même par le palais. Voilà. Et nous, on est estimé, compte tenu de la tendance loyaliste, on voulait rester conforme à l'idéal de Pierre Mamboundou. Et donc, on a milité à ce moment-là, on a été aux côtés de Moukani Iwangu, qui a remporté le congrès de 2014, mais malheureusement qui a été contesté par Mbumba Nzengi, qui était déjà proche du pouvoir. Et oui, j'ai décidé à ce moment-là d'entrer dans l'UPG. Et plus tard, à cause de la persistance des scissions qui nous empêchaient d'être opérationnels, nous avons créé Union et Solidarité, dont je suis devenu également le porte-parole. Mais lorsque Moukani Iwangu rejoint Ali Bongo et rentre au gouvernement, une partie d'autres leaders jeunes de votre génération, dont les Ange-Kevin Zigou, les Elsa Rituel Boukandou et Nicolas Nguema, décident de claquer la porte et d'assumer leurs convictions et de dire pas de collaboration avec Ali Bongo. Vous ne faites pas ce choix. Vous rentrez même au cabinet de Moukani Iwangu. Comment est-ce que cela se justifie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette décision a été prise alors qu'on vous attendait peut-être être le quatrième larron avec les trois précédents que j'ai cités? Bien, en fait, si je me mets à déballer toute l'histoire, certains risquent de ne même plus avoir de respect pour ce que vous avez cité. En 2018, la Cour constitutionnelle constate la vacance de l'Assemblée nationale. C'est un véritable séisme politique dans le pays. Près de 30 ans après sa création, c'est pour la première fois que la Cour constitutionnelle, souvent accusée d'être trop proche du pouvoir, a décidé de destituer l'Assemblée nationale et le gouvernement. La décision a surpris et secoué toute la République. Une coalition de 41 partis de l'opposition a promptement réagi dans la soirée. Elle s'est réjouie de la dissolution du gouvernement qu'elle a toujours accusé d'incapacité totale dans l'organisation des législatives attendues depuis 2 ans. La coalition a par contre demandé au président de la République d'ouvrir urgemment un dialogue pour décider sur la gestion du pays jusqu'à la fin de ces élections. Il y a un débat au sein des juristes, mais aussi au sein de la classe politique. Les parlementaristes, c'est-à-dire que ceux qui estiment que le régime constitutionnel gabonais à l'époque était un régime parlementaire, tirent la conséquence que comme l'Assemblée nationale est vacante, le gouvernement tombe. D'ailleurs, le gouvernement avait présenté sa démission. Le gouvernement est le gouvernement de l'Assemblée nationale. Et Moukani Iwangu, qui était un parlementariste, a partagé avec nous, mais aussi avec les collègues de l'opposition, que puisqu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, et donc plus de gouvernement de l'Assemblée nationale, entre guillemets, tous les partis politiques sont à égalité pour revendiquer le droit à participer au gouvernement. Et il y avait aussi une autre raison politique, c'est que nous étions à l'approche des élections législatives. Moukani et certains, et d'autres pensaient qu'il fallait que l'opposition
compte tenu du fait que Ali était affaibli entre 2016 et 2018, à cause de ce qui s'est passé en 2016, devait investir le gouvernement pour avoir les leviers pour influencer l'organisation des élections. C'était une stratégie qui a été partagée par beaucoup, mais qui se sont défilés à la dernière minute. Quand Moukani et Ouangou acceptent d'entrer au gouvernement, ça c'est vraiment sur le plan interne. Ceux que vous avez cités décident de le contester en disant qu'il a violé l'article 48 bis du règlement intérieur. Qui disait justement que pas d'alliance avec le PDG. Voilà ce que dit l'article 48 du règlement intérieur. La participation de tout militant à un gouvernement, à une instance parlementaire ou un camp politique opposé à la position du parti l'expose à la radiation. On a débattu. Et là, je dis souvent que dans l'espace francophone, le droit est religieux en France. La participation de tout militant à un gouvernement, voilà, à un gouvernement, à une instance ou à un camp politique opposé à la position du parti. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord qu'il y ait une position du parti. Parce que s'il n'y a pas de position du parti, vous ne pouvez pas juger l'acte d'entrer au gouvernement. Ensuite, il faut que la participation à ces trois instances soit opposée à la position du parti. Or, ce que nous avons simplement fait constater à nos amis de l'époque, c'est que, le parti ne s'était pas prononcé, le parti n'avait pas dit interdiction d'aller au gouvernement ou autorisation d'aller au gouvernement pour que la participation de Moukani soit opposée à la position du parti. L'existence de la position était préalable. Cette position n'existait pas. On a dû se positionner après l'entrée de Moukani au gouvernement. C'était un peu la particularité de l'affaire, mais il fallait être rigoureux. L'article 48 n'avait pas été violé parce que les conditions qu'exige l'article 48 pour dire qu'une participation était opposée à la position du parti n'existaient pas. Ils ont en fait amené le débat sur le terrain politique. On a toujours milité contre le PDG, contre le régime. C'était quelque chose de pertinent. Mais il y avait aussi les arguments politiques que le président avait mis sur la table. Le débat s'est déroulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est la saveur de l'histoire qui ne disent jamais. Nous étions 44 au bureau exécutif. Au moment des discussions, 4 sont partis. Nous sommes restés à 40. Après des échanges qui ont été houleux, vous l'imaginez bien, 40 ont voté pour le soutien au président. Ceux que vous citez là, non votés. Je crois qu'ils sont peut-être 36 pour le soutien et 4 abstentions. Quand on est rigoureux, c'est ça. 36 pour le soutien et 4 abstentions. Quand on s'abstient, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils étaient contre, ils étaient dans l'abstention. Pourquoi venir dire qu'ils l'ont contesté alors qu'au moment du vote, ils étaient dans l'abstention? Ceux qui ne sont pas honnêtes envers leurs amis de l'époque et même envers le pays. Il y a eu un procès verbal et un communiqué final que j'avais signé et rendu public. J'ai animé une conférence de presse quelques jours après, et après ça, ils n'ont plus jamais réagi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est démissionner. C'était leur droit de démissionner. Mais je veux dire par là que, quelle que soit la contestation qu'on ait pu porter au choix de Moukani Ouangou et à la position du parti, on se devait quand même de respecter le choix démocratique du parti, puisque l'article 47 du règlement intérieur imposait aux militants la discipline face aux décisions du parti. La démocratie, c'est quand même la règle de la majorité. Est-ce que c'était une minorité d'imposer à la majorité son dictat? Donc, vous voyez un peu la contradiction. On dit on est contre, mais quand on arrive au vote, on est dans l'abstention. Et quand on va devant l'opinion, on dit on a voté contre. Non, c'est pas sérieux. Mais et donc, je n'ai même plus besoin de développer pour montrer les contradictions de nos amis. Et moi, je les appelle toujours des amis parce que je n'ai rien de personnel. Mais vous avez raison de revenir là-dessus parce que ça m'a quand même permis de comprendre qu'en politique, il est bon de demeurer clair, cohérent et constant. Parce que vous n'imaginez pas à l'époque les injures que Moukani Ouangou s'est fait prendre. On l'a traité de traître, de tous les noms, de vendu. Vous voyez? Et ça m'a permis de prendre du recul et de me dire quelle est l'image qu'il faut conforter en politique. Monsieur Zéou Moussok, excusez-moi. Suite à la disparition de Pierre Mamboundou, sauf erreur de ma part, il y avait au moins 3 branches différentes rivales de l'UPG. Avant l'entrée au gouvernement de Moukani Ouangou, il y avait justement eu des Boumba Diengui et consorts qui étaient rentrés au gouvernement et Moukani Ouangou l'avait battu froid. Que vous preniez une décision qui était aux antipodes des décisions que vous aviez peut-être toujours eues de tout temps. Et je dois vous avouer que cette situation entre Moukani et Ouangou vient déjà de l'ambiguïté de Pierre Mamboundou à la fin de sa vie. Il a entamé des discussions avec Omar Bongo puis Ali Bongo. Il est décédé. S'il l'avait vécu, je pense qu'il aurait peut-être traversé le Rubicon. Et donc, que ces 3 membres jadis de votre parti décident de se dire que ça va à l'encontre de l'idéal qu'on a toujours prôné et en conséquence on démissionne, même si vous m'expliquez que c'est une stratégie politique que vous aviez mise en place, mais à l'épreuve des faits, cette stratégie a été fumeuse.
Je ne dirais pas que cette stratégie a été fumeuse, je dirais plutôt que ça a été un échec. Pour un élément que je vais apporter à votre compréhension des événements. Mais pour revenir à Pierre Mamboundou, là, pour le coup, il y a eu un enfumage. Pierre Mamboundou a toujours été transparent et toujours été clair. Et je ne laisserai personne dire le contraire, parce qu'il n'y a pas de contraire à prouver. Pierre Mamboundou a toujours animé des conférences, là où il disait clairement que le pouvoir l'avait approché. Il a fait une conférence de presse en 2010, il a même fait une autre conférence de presse en 2011, des mois avant son décès, hélas. Pierre Mamboundou a dit, compte tenu de la situation politique et compte tenu des échéances électorales à venir, le pouvoir m'a approché. Enfin, il disait souvent nous a approché parce qu'il aimait mettre le collectif devant. Et il avait dit, j'ai clairement dit au pouvoir, voilà mes conditions pour entrer dans un partenariat avec vous. Il avait mis au cœur la biométrie, il avait mis aussi au cœur la réforme de ce qu'on appelait après le CGE, mais en fait la Sénat. Il y avait toute une série de réformes. Il avait également mis au cœur des exigences la réforme des institutions. Il ne fallait pas que le vice-président de la République soit un factotum comme on l'a toujours connu. Le PDG n'a jamais rien fait. Donc on ne pouvait pas soupçonner Pierre Mamboundou de franchir le Rubicon puisque ces conditions avaient été clairement exprimées devant le public. Et les mois qui ont suivi, et même les années qui ont suivi après son décès, le PDG n'a jamais, à l'exception peut-être de la loi sur les données à caractère personnel, mais qu'on a eu du mal à mettre en œuvre, qu'on ne sait toujours pas mettre en œuvre, les conditions préalables et fondamentales de Pierre Mamboundou n'avaient jamais été remplies. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais franchi le Rubicon. Et quand il est mort avec des spéculations ici et là, mais il est resté constant. Quand on compare la démarche de Pierre Mamboundou et la démarche de ses successeurs, qu'est-ce qui a fait du mal? C'est justement la comparaison. C'est que Pierre Mamboundou avait été clair devant tout le monde, il n'a jamais franchi le Rubicon. Mais il a des successeurs qui se réclamaient de cette stratégie, mais qui ont fini par franchir le Rubicon en allant au gouvernement. Ce qu'il faut peut-être aussi prendre en compte, c'est le contexte. À l'époque de Pierre Mamboundou, il n'y avait pas une Assemblée nationale vacante et la perspective et l'enjeu autour du gouvernement. Donc, je crois qu'il faut aussi prendre ça en compte pour dire que les contextes sont différents et peuvent peut-être aussi justifier des choix différents. C'est Pierre Mamboundou qui nous disait il faut avoir l'intelligence des situations. Je me pose la question, si Pierre Mamboundou avait vécu au moment où l'Assemblée nationale avait été déclarée vacante par la Cour constitutionnelle, aurait-il fait? Mais bon, on peut toujours refaire le monde avec les si. Ce que je peux dire, c'est que le plus important, ce sont les leçons que j'ai tirées. Moi, jeune acteur politique, je me suis dit, l'expérience au gouvernement ne s'est pas avérée concluante, même si on ne peut pas tout rejeter. J'ai gagné en expérience, j'ai appris le fonctionnement de l'État, de l'administration, l'administration, le fonctionnement de l'administration. Moi qui ai souvent voulu faire carrière dans le privé, mais là j'ai découvert l'État et autres, donc j'ai gagné en technicité, en connaissance de l'appareil de l'État. Mais sur le plan politique, ça a été un échec, parce que notre stratégie, qui était d'embarquer les autres de l'opposition dans le gouvernement pour se retrouver en position de force, s'est retrouvée tout de suite. En tout cas, elle n'a pas porté ses fruits parce que Mokani Wongo s'est retrouvé isolé. Il y avait quoi? Il y avait qui? Il y avait Mokani Wongo, je pense Badinga, combien d'opposants au gouvernement. Et donc, une stratégie qui se voulait collective, elle est réduite à deux ou trois individus, ça ne peut pas porter. Et quand on connaît la machine du PDG, tout de suite, Mokani Wangou, Badinga, ont été broyés par la machine qui les a empêchés de travailler. Parce que l'objectif, c'était aussi d'avoir quelque chose à donner aux Gabonais en termes de résultats. Et demain, Mokani Wangou, s'il se positionnait, pouvait dire, oui, moi, je fais cette démarche. Je vous ai dit que j'avais fait cette démarche pour obtenir tels résultats. Je les ai obtenus. Je suis en capacité, peut-être, de prétendre être candidat à la présidence de la République. Ça n'a pas été le cas. Et moi, j'ai tiré tout simplement une conclusion. C'était une expérience qui n'a pas été totalement concluante. Il fallait en tirer les leçons. Et c'est pour cela que je milite aujourd'hui pour un peu plus de clarté, de cohérence et de constance. Voilà. Là où je vous rejoins, c'est que effectivement, il y a eu du courage, mais ce qui est effarant, après coup, on peut effectivement, maintenant qu'on connaît l'issue, être un peu goguenard et vous dire ça vous étonne que ça se finisse dans ces conditions. C'est surtout, vous avez donné l'impression de minimiser la capacité du régime d'alors à diviser pour mieux régner, enlever, j'ai envie de dire, de la substance, voire du crédit à certains hommes politiques. Par le passé, vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont su faire. Et de dire que des gens d'une qualité aussi importante que le groupe auquel vous apparteniez à l'époque n'aient pas pu anticiper et voir cela venir, essayer de le déjouer, je dois vous avouer que c'est une incompréhension que j'ai du mal à y expliquer. Je comprends votre incompréhension, mais comme je vous disais, il y avait un contexte. Le contexte, c'est qu'en réalité, le pouvoir était en négociation avec les leaders de l'opposition. Il y avait déjà des négociations entre le pouvoir et les leaders de l'opposition. C'est juste que au moment où le gouvernement est
rendus publics, beaucoup se sont défilés parce que justement, ils n'avaient pas réussi à assumer les critiques que vous faites légitimement aujourd'hui et que d'autres ont faites à cette époque. Donc, du coup, ceux qui avaient accepté dans une dynamique collective et de groupe, en se disant, on va arriver renforcer au gouvernement parce qu'on sera nombreux. Ils se retrouvent à deux ou trois, vous comprenez qu'à partir de ce moment, le vin est terrible, il faut le boire. Mais la suite, elle a été ce que vous avez décrit, c'est-à-dire un pouvoir qui les a broyés, qui les a empêchés, effectivement, de travailler pour avoir des éléments de main, de crédibilité et parfois même de positionnement face au pouvoir. Et d'ailleurs, si on va encore plus loin, il y a eu les élections législatives de septembre ou d'octobre 2018. Ceux qui se posaient la question de savoir si Union et Solidarité de l'époque étaient avec Ali Bongo ou étaient dans la majorité. Ils en ont fait la démonstration. Pendant ces élections, US était dans l'opposition. Nous avons fait des alliances avec les partis politiques de l'opposition. Les candidats de l'opposition qui étaient au second tour, l'Union nationale et bien d'autres, le parti de Chambry, nous avons appelé à voter pour eux. Et certains ont battu les candidats pédégistes. On est resté cohérent par rapport à ce qu'on avait dit. Mais ce n'est pas parce qu'on était cohérent par rapport à ce qu'on avait dit dans notre comportement, dans notre rapport à l'opposition, que l'objectif ultime qu'on s'était visé avait été atteint. L'objectif ultime, c'était d'avoir des résultats pour que Moukani et Ouangou, demain, s'ils se positionnaient, aient une certaine crédibilité. Bon, vous conviendrez avec moi que ces résultats-là, on ne les a pas obtenus. Et donc, il faut faire le bilan de tout cela. Et comme moi, j'ai fait le bilan de tout cela, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il est bon d'être clair, cohérent et constant. Quand vous avez choisi un couloir, il est bon d'assumer ce couloir qui a forcément des avantages et des inconvénients. Parce que le fait aussi de ne pas collaborer avec ceux qui sont au pouvoir, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Parce que la politique se fait sans vous, certaines avancées se font sans vous. Et vous n'avez rien de main pour dire que vous êtes crédible dans votre capacité à pouvoir gérer l'État. Ça a été une période, certes difficile, mais une période pédagogique, pleine d'enseignements, qui a continué à nourrir l'acteur politique que je suis et qui me positionne encore mieux au niveau de l'échiquier politique. Dans cette péripétie, l'adage qui dit qu'en toute chose malheur est bon. Vous voyez? Donc, je tire de ça quelque chose de positif parce que ça m'a permis de grandir, mieux me positionner, de mieux affiner mes valeurs et mes convictions. Comment se termine votre compagnonnage avec Moukani Ouangou? L'expérience au gouvernement a créé en fait deux tendances au sein du parti, Union et Solidarité. Il y avait ceux qui voulaient convaincre le président de faire une alliance claire et franche avec le pouvoir, donc d'entrer dans la majorité. Et il y avait ceux comme moi qui estimaient qu'il fallait garder le canal historique de l'opposition et se préparer à 2023. Chacun a essayé de faire de l'influence auprès du président, mais dans les deux cas, on lui a demandé de trancher. En tant que leader, il devait trancher. Et pendant 1 ou 2 années, ça a été le flou. Et le parti se dispersait. Parce que je peux vous dire que ce qui a plus divisé le parti, c'est même pas quand le président est entré au gouvernement. C'est plutôt après. Parce qu'il fallait faire le bilan de cette expérience et il fallait se repositionner. Les compétitions électorales arrivaient. Cette période de flou et des tensions internes ont fait en sorte que le parti s'est divisé et les positions sont devenues irréductibles. J'ai décidé de prendre mon chemin. D'autres aussi ont fait la même chose, mais toujours avec l'esprit de reconnaissance envers Moukani et Ouangou, qui m'a donné des responsabilités, d'amitié à l'égard de mes compagnons de Union et Solidarité et de responsabilité politique. Je n'ai pas fait de tapage. La preuve, c'est que beaucoup m'ont découvert dans un nouveau mouvement. Et là, ils ont constaté que j'avais quitté Union et Solidarité. Je n'ai pas eu besoin de proférer des insultes, des injures ou des qualifications déshonorantes à l'endroit du président ou de ceux qui étaient restés. Et quand vous suivez l'actualité, Union et Solidarité, il est désormais dans un processus d'absorption par l'UPG. C'est un retour à la case départ. Voilà un peu l'absence de clarification qui a miné le parti et qui a fait en sorte que les positions sont devenues irréductibles. Vous avez donc décidé de reprendre votre liberté. Vous avez observé les partis qu'il y avait sur l'échiquier politique. À un moment donné, on vous voyait, vous n'avez pas adhéré à Réagir, mais on vous voyait quand même assez proche d'eux. Comment ça se fait? Vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, il faut dire que le parti Réagir, je le connaissais à travers les médias. Je n'avais aucune acquaintance, même si j'avais des amis qui étaient là-bas. Mais politiquement, je connaissais pas grand-chose de ce parti. Bien. Alors, c'est simple. Après l'élection présidentielle d'août 2023, il y a le coup d'État. Et le coup d'État ouvre une période de transition. À ce moment, moi, j'écoute ce que le CTRI dit. Ouli Nguema, lors de sa prestation de serment, dit qu'il veut inscrire la transition dans l'esprit de restauration. Tout de suite, je dis aïe.
c'est pas une bonne trajectoire. Ce n'est pas une bonne orientation. La restauration signifie ramener ce qui a existé. Or, j'estime que ce qui a existé n'était pas bon. Moi, j'estimais plutôt qu'il fallait orienter la transition vers la refondation. Et une rupture claire. De nouvelles institutions et une rupture avec le système Bongo-PDG. Parce que j'ai commencé à voir que dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale et le Sénat de transition, les PDGistes revenaient en force, sans poser problème. C'est pour cela qu'avec des amis, nous avons créé Ensemble pour refonder la République, pour promouvoir durant la transition cet esprit de refondation. Ensuite, les choses se sont emballées. Il y a eu la période de la campagne en vue du référendum. Et nous avons créé avec d'autres ce qu'on appelait le Front du non objectif au projet de constitution. C'est à ce moment-là que la connexion avec des partis comme Réagir, le leader Jean-Rémy Yama et son organisation syndicale, et bien d'autres, s'est faite. Et nous avons encore continué dans le Front des citoyens pour la transparence électorale. Et depuis là, les connexions existent. Et nous sommes proches, nous nous côtoyons, nous avons une convergence de vues. On a voulu former un axe de la rupture qu'on a défendu pendant le référendum, un peu moins pendant la présidentielle parce que deux des candidats ont été éliminés, Jean-Rémy Yama et Michel Ongondo-Luda, et on s'est évertué à appeler au vote utile en faveur d'Alain Koto-Bienzé, non pas tellement par conviction, mais par volonté de sanctionner la gestion de la transition d'Oligui Nguema. Donc, pour répondre à votre question, oui, les connexions existent avec Réagir et bien d'autres partis qui ont fait l'aventure avec nous pendant le référendum et pendant la présidentielle. Pour ma part, moi je vous ai découvert pendant la campagne référendaire. Vous avez, avec une autre dame que je trouve de grande valeur, Leila Magnoni, mené vraiment de front ce combat. Ça a donné vraiment le sentiment d'une espèce de jeunesse bien formée, courageuse, qui savait exactement quel était son idéal et ce pourquoi ils avaient décidé de combattre. À l'imitation du mandat présidentiel, article 42 de cette Constitution. Mais cette limitation est ensuite nuancée par l'article 63 qui donne la possibilité de proroger un mandat présidentiel en cas de force majeure. La force majeure, qu'est-ce que c'est en droit? La force majeure en droit est assujettie à 3 critères. L'imprévisibilité, l'irrésistibilité et le fait extérieur. Il faudra encore expliquer ça ou je dois me fier aux propos de mes frères quand ils disent qu'il faudra qu'une institution puisse interpréter ça. Pourquoi ne pas faire simple? Pourquoi ne pas faire simple? Pourquoi faire un régime compliqué qu'on ne comprend pas nous-mêmes? Renforcer, je ne sais pas qu'est-ce qui suit. Le président de la République a trop de pouvoir dans cette Constitution. Beaucoup trop. Et si nous voulons vraiment instaurer dans cette Constitution que le 30 août est la libération, mais libérons-nous de tout ce dont on se plaignait avant. Pourquoi reconduire et renforcer alors? Régime présidentiel renforcé, ça veut dire régime hyper présidentiel. Et nous ne voulons plus de ça. Quelle approche avez-vous eue lorsque on nous a livré les premières moutures de cette constitution? Qu'est-ce qui pour vous était vraiment inacceptable et constituait limite une dérive, n'ayons pas peur des mots, autocratique ou dictatoriale? Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Comme je vous disais, le mouvement dans lequel j'étais voulait orienter la transition vers la refondation. Il fallait rompre avec nous. Il fallait rompre avec l'autocratie. L'idée que les institutions servent un homme et pas la République ou la nation. Dans ce projet de constitution, l'autocratie était toute inscrite. Un président qui a la plénitude du pouvoir exécutif, qui s'immisce dans l'exercice du pouvoir législatif, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont des choses qu'on a observées sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, et même sous le président Léon Mba en 1961. Beaucoup oublient, peut-être parce qu'ils feignent de l'oublier, beaucoup ignorent, pour les plus jeunes, que ce type de régime a déjà existé dans notre pays, à cause de la Constitution du 21 février 1961, où on avait quasiment très pour très les mêmes prérogatives accordées au président. Ça a conduit à quoi? Le coup d'État de 1964. À chaque fois qu'à travers l'histoire institutionnelle et politique de notre pays, on a renforcé les pouvoirs du président de la République, il y a eu des tentatives de coup d'État, où finalement, le coup d'État du 30 août 2023. Je me suis posé une question, je me suis dit, mais sommes-nous amnésiques? Voulons-nous réitérer un passé peu glorieux? Voulons-nous une certaine stabilité institutionnelle? Parce que le coup d'État, c'est aussi la manifestation d'une instabilité. C'est aussi la manifestation d'une dérive autoritaire, voire même dictatoriale. On a quand même connu dans ce pays la période de plomb, la période de la dictature des partis. Est-ce qu'on veut toujours nous réconcilier avec la dictature, l'esprit autoritaire ou autoritariste, ou on veut opérer un ancrage
dans la démocratie. C'est ça qui est inacceptable pour moi. Et ce qui était encore plus inacceptable, c'est que les mêmes qui hier avec nous dénonçaient ce type de dérive quand il s'agissait d'Ali, d'Oumar, et même plus avant avec Léon Ba, parce que certains vivent encore, se sont mis à les accepter sous Oligui Nguema, parce qu'ils avaient les postes, parce qu'ils avaient le pouvoir. Certains étaient revanchards, on leur avait fait de la place, et ils ont mis tout ça sous le tapis. La démocratie, ils l'ont passé par pertes et profits, et ils ont dit on s'assoit dessus, on nous dit tous les combats de nos devanciers pour que le Gabon soit une réelle démocratie. C'était inacceptable pour moi. Et on peut citer plein d'exemples encore dans cette constitution. Prenons un exemple. Dans le préambule, on fait du coup d'État, ou ce qu'ils appellent le coup de libération, une fête nationale. Lors du débat qui m'a opposé aux partisans, je leur ai posé une question, je leur ai dit, mais est-ce que le combat pour la libération de notre pays a commencé le 30 août 2020? Pourquoi vous vous focalisez sur le 30 août 2023? En France, il y a eu la Révolution française. Vous ne verrez pas dans la Constitution de la France la célébration de la fête nationale de 1870. C'est une loi, c'est pas dans la Constitution française, il y a une loi. Mais ce n'est pas dans la Constitution française. Pourquoi mettre au même niveau le coup d'État du 30 août 2023? Et pourtant un crime, hein, parce qu'on renverse les institutions, etc. On renverse les institutions, c'est quand même un crime, même si ça a eu un rôle historique fort appréciable, mais ça reste un crime. Et surtout, ça laisse un précédent. Voilà, ça laisse un précédent. Ça veut dire que demain, quelqu'un d'autre peut aussi faire un coup d'État. Et c'est là qu'on voit l'autre contradiction. Oligui Nguema sacralise son coup d'État à lui, mais il dit que si quelqu'un fait un coup d'État, il ira en prison. Or, pour les mêmes raisons, si lui, il est dictateur, on peut aussi le renverser. Où est la cohérence intellectuelle et politique? Donc, il y a tout un tas de caveats comme ça dans ce texte qui m'ont conduit à m'opposer fermement et qui me conduisent encore à m'opposer. Tant qu'on sera dans un cadre juridique de la sorte, le Gabon ne sera jamais bien géré. Et d'ailleurs, nous le voyons. Et je l'avais dit. Les effets de cette constitution, c'est quoi? Un président tout-puissant, un parlement de godillots, une justice aux ordres. Est-ce que j'ai besoin de rappeler l'attitude de la plupart des parlementaires de la transition qui veulent aujourd'hui obtenir les suffrages des Gabonais pour aller à l'Assemblée nationale, pour reproduire le même connabélisme? Est-ce que je dois rappeler les sorties du syndicat des magistrats qui dénoncent chaque jour que Dieu fait les immixtions du pouvoir exécutif dans le fonctionnement judiciaire? Ceux qui nous expliquaient que ça ne posait problème. Où sont-ils aujourd'hui pour venir constater avec nous que c'est justement le problème? Alors, on ne peut pas de manière aussi cynique, sciemment, délibérément, orchestrer une autocratie au détriment du peuple et nous expliquer que nous, on avait fumé, on était sur les nuages, on délirait, on ne voyait rien, on ne comprenait rien. Ce n'est pas sérieux. Regardez les casses auxquelles on a procédé partout dans le pays, causant même des morts. Il y a eu des gens qui sont morts par peut-être AVC ou crise cardiaque. Ça a été vérifié. Le labeur de toute une famille. Vous venez comme ça briser cela et vous dites on vous déloge, on va vous indemniser après en violation des règles de procédure. Voilà ce qu'on a produit. Et ces gens-là continuent à soutenir Oligui Nguema. Est-ce que je dois parler des bourses? Vous avez vu la décision, certainement on y reviendra. Ce que je veux dire par là, c'est que le président de la République actuelle se permet de faire tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il veut, même se contredire et mentir publiquement, parce qu'il a en face un peuple apathique qui ne sait pas qui il est, ce qu'il veut, où il va. Quand on a un peuple qui sait ce qu'il est, ce qu'il veut et où il va, il se dresse tel un bouclier, tel un mur infranchissable face à un dirigeant qui manifeste autant de cynisme et d'immoralité. Je le dis clairement. Et quand je vois ceux qui sont les complices de ces dérives, je me dis que beaucoup ont failli à leur responsabilité de préserver la nation quand elle est en danger et de défendre le peuple quand il est martyrisé. Et moi, je m'inscris pleinement dans ce combat avec de la hauteur, avec de la précision, avec un esprit de responsabilité, mais il faut clairement afficher les couleurs. Quelle est votre appréciation justement des soutiens du général Oligui qui était jadis, qui militait dans le même parti et qui ont pris aujourd'hui fait et cause pour le général Oligui, qui ont soutenu cette constitution, même si on a pu relever encore et encore que le fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir et que la marge de manœuvre qui était laissée au président de la République était trop importante. Quand vous savez que vous avez cheminé ensemble et qu'aujourd'hui vous avez des positions aussi tranchées, quelle appréciation faites-vous de cette situation ? Je dis que c'est un paradoxe. Vous avez commencé l'une de vos questions en rappelant mon parcours politique qui est en résonance avec ce que vous venez de dire. Quand Mokani Wango entre au gouvernement, les mêmes d'accès, de collaborer ou de s'être allié à un tyran. C'était ça le propre que l'on jetait sur Mokani Wango ou quiconque réalisait ce type d'acte. Sauf qu'avec le temps, ils sont devenus eux-mêmes les complices
d'un autocrate qui reproduit, sinon pire, les mêmes dérives. Quelle qualification je peux leur appliquer? Je dirais que c'est le paradoxe. Je n'ai pas envie d'être insultant. Mais ça me rappelle cette formule. Le temps finit toujours par remettre chacun à sa place. Le plus important, c'est pas ce que eux ils pensent. Le plus important, c'est ce paradoxe-là qu'il faut relever et dire qu'il faut plus que jamais du patriotisme, un esprit républicain, de la clarté, de la constance et un esprit de responsabilité. Depuis que Oligui Nguema est au pouvoir, je ne dis pas qu'il a tout mal fait, mais sur les éléments essentiels de la conduite des affaires de l'État, c'est un échec. C'est un échec. Déjà, la première chose pour un leader, c'est la parole. Pendant la transition, vous l'avez entendu, il a dit, on va organiser des élections, après on va rendre le pouvoir aux civils. Il a fait un subterfuge qui est la mise en disponibilité, qui lui permet de garder son statut de militaire et d'être candidat. Donc, en fait, il s'est passé la balle. Il s'est fait une passe décisive à lui-même. Mais c'est un mensonge public, mais qu'eux, ils ont cautionné. Ensuite, il a dit pendant la campagne, on n'a pas besoin d'aller dire aux enfants, pour emprunter ces mots, qu'on va suspendre ou couper leurs bourses parce qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Il vient tout régler. Vous l'avez entendu? Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il suspend les bourses pour les États-Unis et le Canada. Est-ce que j'ai besoin de leur rappeler qu'on ne peut pas continuer à soutenir quelqu'un qui fait autant de mal par ses décisions au pays et surtout qui remet au cœur de la politique le mensonge, le machiavélisme, le cynisme? Quelle est l'image que l'on donne? Puisque eux, ils nous ont fait à l'époque un délit d'association, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas leur appliquer le même délit d'association? Et ils pourront également vous répondre peut-être que comme vous, par le passé, ils ont besoin de gagner en expérience, de pouvoir savoir comment fonctionne l'État et de donner au moins pour le début, là, une espèce de magnanimité au général Oligui. Ça pourrait également s'entendre. Est-ce qu'ils avaient besoin de gagner en expérience? Peut-être. Mais l'argument de l'expérience, on peut leur retourner une question. Quelle est donc l'expérience que vous avez? Est-ce que cette expérience vous a rendu clairvoyant? Est-ce que cette expérience vous permet d'avoir suffisamment de force et de courage pour dire au Oligui en face que ce qu'il fait est mal? Et pense-t-il d'abord que ce qu'Oligui fait est mal? Parce que le problème de l'expérience, on peut l'évoquer. Mais le véritable problème, c'est celui de se poser la question de savoir si eux, ils pensent que ce qu'il fait est mal. Nous, les juristes, on dit souvent que qui ne dit mot consent. S'ils se taisent face à ce qu'on peut considérer objectivement comme quelque chose de mal, c'est qu'ils finissent par le penser. Et c'est ça le plus grave. Se tromper n'est pas le problème, mais vous connaissez l'adage. Commettre des erreurs, c'est humain. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Donc, si on m'oppose l'argument de l'expérience, je leur opposerai l'argument de l'utilité. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Ce n'est pas parce que certains hier, selon eux, ont commis des erreurs que vous êtes légitime à commettre aussi les mêmes erreurs. C'est comme si vous n'avez pas tiré justement les leçons. Donc, je crois qu'on peut se renvoyer la balle, n'empêche que le pays va mal. Et il faut bien que des gens se dressent pour dire ça va mal et voilà comment on peut faire. L'histoire sera là pour juger et je pense que l'histoire a commencé à juger sévèrement certains. Vous l'avez dit, pendant cette élection du 12 avril 2025, vous avez fait un appel au soutien à Alain-Claude Binzé. On pensait vous voir plus impliqué, pas forcément dans sa campagne à lui, mais relever un peu les incohérences, les enjeux de cette élection, mais au contraire, on vous a senti un peu effacé. C'était dû à quoi? Vous me permettrez là aussi de faire une petite distinction pour ceux qui connaissent un peu la science politique. Je n'ai pas appelé au soutien, j'ai appelé au vote utile. Parce qu'en politique, il y a une différence entre le vote utile et le soutien. Le vote utile, c'est un vote stratégique qui n'est pas fondé sur la conviction, mais sur la volonté d'éliminer le plus dangereux des candidats. Je n'ai donc pas appelé à voter pour Bill Bizet tant par conviction. Nous avons eu des discussions avec lui. Nous ne sommes pas tombés d'accord ni sur son projet, ni sur sa stratégie. Mais nous étions conscients que parmi les candidats qui s'opposaient à Oligui, il était le mieux placé au regard de son expérience institutionnelle et politique et du travail qu'il avait fait. Donc, il fallait plutôt orienter le choix vers lui parce que nous avons clairement fait le choix de ne pas être dans l'abstention. C'était le moindre mal. Nous avons toujours considéré, nous avons toujours considéré que à l'époque d'Omar et d'Ali, on allait quand même aux élections parce qu'il fallait battre l'adversaire dans les urnes, qui en réalité a été le carburant du coup d'État. C'est parce que tout le temps l'opposition gagnait, elle ne parvenait pas au pouvoir, que le coup d'État est intervenu. Mais si vous laissez Oligui Nguema gagner, mais voilà ce qu'il fait. C'était ce calcul-là, c'était ce raisonnement-là. Et donc, ma relative distance, elle est cohérente par rapport à l'appel le vote utile. Le soutien, c'est prendre fait et cause pour quelqu'un, son projet, sa personnalité, et donc aller faire campagne. Je ne pouvais pas faire campagne dans le sens où la position, c'était le vote utile et pas le soutien. Donc, c'était cohérent. Il y a parmi nous des membres qui ont pris fait et cause pour le candidat et c'était l'une de nos résolutions. Nous avons estimé que dans une période aussi exceptionnelle, on pouvait reconnaître à chacun de nos membres la liberté de franchir le Rubicon, c'est-à-dire aller faire campagne avec Alain-Claude Bizet. Certains ont fait campagne avec lui et c'était conforme à la décision du groupe.
Lorsque les résultats ont été rendus publics et que ce score important a été connu, quel a été votre sentiment? Retour peut-être au parti unique, cette prochaines années allaient être compliquées avec un résultat comme celui-là et donc une légitimité peut-être qu'on aurait du mal à contester. Quel a été votre état d'esprit à ce moment-là? J'ai eu une réaction qui n'était pas un étonnement, mais une prise de conscience. Avec une telle légitimité, toute opposition au Gabon actuellement n'est même plus minoritaire, elle est marginale. Je fais un peu l'historique pour que les gens comprennent bien. À partir de 1990, quand on fait le choix de revenir au multipartisme, après la conférence nationale de février à avril 1990, au sortir des élections législatives de 1990, vous connaissez la fameuse histoire du boycott de Paul Mbabesso. Néanmoins, l'opposition est quand même en situation de force. Pourquoi? On a 60 députés du PDG, 5 indépendants, 55 de l'opposition. Bon, Omar, dans sa routine habituelle, auront les indépendants. La majorité se retrouve à 65 députés. Entre 90 et 96, l'opposition a 55 députés et le pays bouge. Je vous ai rappelé à travers mon histoire personnelle les événements que l'on pouvait constater à l'époque. L'opposition était en position de force. Il y a eu les accords de Paris, le gouvernement d'union nationale. À partir de 98 et voire 2001, l'opposition devient minoritaire. Mais l'opposition était existante. Pierre Mamboutou était un leader et d'autres ont émergé. 2023, il y a l'élection, il y a encore le hold-up électoral, il y a le coup d'État. Et là, l'opposition est quasiment marginale. Elle n'est même pas minoritaire. Avant, l'opposition était minoritaire dans les institutions, mais elle était sociologiquement majoritaire. Elle était même électoralement majoritaire. C'est le hold-up électoral et la dictature des Bongo qui empêchaient l'alternance d'arriver au pouvoir. Mais là, l'opposition qui s'est manifestée durant la transition s'est révélée non seulement minoritaire sociologiquement, électoralement, mais avant, institutionnellement. Je me suis donc dit, est-ce que les Gabonais veulent encore de l'opposition dans ce pays? Est-ce qui peut justifier qu'on donne 94% à quelqu'un? J'ai fait mon analyse et je me suis dit, en fait, l'élection a été jouée en réalité depuis le début de la transition. Parce que c'était une élection, moi j'appelle ça une élection récompense. Les Gabonais ont récompensé Oligui Nguema d'avoir déchu Ali Bongo, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Pour moi, c'est cela. Parce que durant la campagne, je n'ai pas vu de projet, je n'ai pas vu de programme. Et c'est d'autant plus dangereux qu'on en paye les conséquences. Puisque la confiance ne s'est pas faite, ne s'est pas battue sur un contrat politique, c'est-à-dire un projet de société, un programme d'action, elle s'est faite sur la volonté de récompenser quelqu'un. Ce monsieur peut se dédire, se contredire, dire une chose et son contraire du jour au lendemain. Parce qu'il sait que c'est pas sur ça en réalité qu'il a été élu. Il a été élu sur le rôle historique qu'il a joué. Donc ce qu'il faut peut-être faire, c'est quoi? C'est que au fur et à mesure, il faut ramener dans le débat politique la question de la vision de la société, du projet, du programme d'action, de l'éthique, de la méthode, de la doctrine du gouvernement. Et surtout rajouter aussi toutes les règles qui ont été mises en place pour mettre de côté de possibles concurrents. Des compatriotes, des vaillants compatriotes, notamment ceux qui sont à la diaspora. C'est pour ça que je parlais. Je vous le jeu dès le départ. Voilà. Je vous félicitais. Pourquoi? Parce que durant cette transition, plus que jamais, je n'ai jamais entendu autant de critiques, autant de calomnies et même d'ignominies faites aux Gabonais de la diaspora. On a l'impression que c'était les Gabonais de la diaspora qui étaient devenus le problème du Gabon. Vous avez vu le critère de géographie. Il faut résider sur le territoire depuis au moins 3 ans. Mais enfin, pourtant, même atteindre un principe juridique, la non-rétroactivité de la loi et même de la prévisibilité de la loi. Vous n'appliquez pas immédiatement une loi à des gens qui sont dans un contexte exceptionnel. Il faut leur donner le temps de s'adapter. Il y a des compatriotes qui sont allés à l'étranger pour des raisons d'études, pour des questions administratives, qui sont même des fonctionnaires, qui pouvaient justement dire qu'ils peuvent servir leur pays en se présentant candidat à la présidence de la République. On les a éliminés. On a éliminé des adversaires qu'on jugeait dangereux. On a organisé tout un discours ignoble contre les Gabonais de la diaspora. Et vous voyez encore aujourd'hui, les plaintes qui sont déposées par certains activistes contre d'autres activistes participent effectivement de cette stratégie de diabolisation de la diaspora. Donc vous ne pouvez pas imaginer le vent d'air frais que vous nous apportez quand vous créez des canaux de communication qui permettent aux Gabonais de faire connaître à l'étranger et au monde les réalités de notre pays. Parce que c'est aussi bien grand secours quand nous avons des alliés d'autres pays, des grandes puissances, mais surtout quand nous pouvons parler à nos compatriotes, également de la diaspora, qui pourraient être coupés du Gabon parce que le pouvoir maîtrise les canaux de communication. Quand vous regardez les médias publics, pardon, on est revenu au pédégisme, à la pédégite. C'est le kounabélisme matin, midi et soir. Ça apporte quoi à qui? Et c'est ça le grand échec d'Oligui Nguema, de cette transition qui s'achève. C'est la reproduction du système Bongo PDG, c'est-à-dire l'autocratie, les détournements de fonds publics, le kounabélisme et la toute-puissance de l'armée. Quand un militaire commet des exactions, est-il jugé? Vous avez connu l'affaire Rwanda.
Non, ce sont les méthodes, je dis. Mais c'est où aujourd'hui? Et donc, vous voyez que c'est ça qui conforte mon engagement politique, c'est-à-dire que moi, je souhaite être un leader intergénérationnel qui fait le pont entre les gens de ma génération et les anciens. Parce que c'est vers les anciens qu'on va trouver l'expérience et la sagesse. Chez les jeunes, on a l'énergie, la vitalité, l'envie de conquérir, donc l'envie de conquête. Je crois que je peux participer à réconcilier le peuple avec le pays, la République avec la nation, le pays avec sa devise, l'union, travail, justice. Combien de Gabonais aujourd'hui peuvent nous dire que le Gabon est un pays d'union, là où on instrumentalise le tribalisme, l'ethnisme, le régionalisme pour diviser les Gabonais? Quel Gabonais peut vous dire que notre pays est un pays du travail? Les seniors vont à la retraite dans des conditions misérables. Les jeunes sont au chômage pour une population qui est très jeune, à près de 60 ou 65%. Et quel est le Gabonais qui peut vous dire que le Gabon est un pays de justice? Quand on voit les procès qui concernent les comptes de la République ne déboucher sur rien, les mêmes qui ont été traduits devant les tribunaux, ils vont main noire, ressortent main blanche, on leur redonne des postes ici et là. Quel est l'exemple que l'on donne? Quel est l'exemple que l'on donne à la jeunesse? Tous ces Gabonais qui ont perdu des parents. Nous rappelons-nous des crises post-électorales qui ont débouché sur des assassinats, des pertes en vie humaine. Où est une commission vérité et réparation dans notre pays? Peut-on faire fi de tout cela? D'ailleurs, vous l'avez évoqué sans les citer, mais qu'est-ce que vous avez à dire de l'affaire Ali Bongo, Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Valentin? Ça fait l'actualité, ça fait couler énormément d'encre. Quelle est votre position sur la question? J'ai toujours considéré qu'Oligui Nguema n'était pas en dehors du système Bongo PDG. C'est un enfant du système Bongo PDG. Il est encore dans le système Bongo PDG puisqu'il en reprend les codes et les acteurs. De cette idée, je constate que c'est une guerre au sein du régime. La GR, la garde républicaine, c'est un pilier du régime et du système Bongo, qui a tout simplement changé de leader, de celui qui est le dépositaire ou le représentant du régime. Probablement qu'Ali Bongo et sa famille ne veulent pas renoncer à ce qu'ils avaient. Pour la petite histoire, pour avoir approché un peu certains dans les milieux politiques, Ali Bongo a toujours pensé que le Gabon était son héritage, que son père lui avait légué. Le Parti démocratique gabonais était aussi son héritage que son père lui a légué. Et donc, il disait souvent, papa m'a donné le Gabon en héritage. C'est une phrase qu'on entendait souvent dans les réunions politiques. C'est l'une des choses qui nourrissait un tout petit peu l'étonnement vis-à-vis de ce personnage, qui pensait que le Gabon était son héritage, donc sa propriété. On n'est pas loin de penser qu'Oligui Nguema a aussi la même mentalité. Bref, mais voilà le combat aujourd'hui. Aurait-il fallu faire une chose simple, respecter l'état de droit? Ali Bongo est déchu. Bon, en tant qu'ancien président, il bénéficiait de l'immunité présidentielle. C'était difficile de lui appliquer les poursuites judiciaires, sauf si on estimait qu'il y avait une haute trahison. Et là, on organisait sa traduction devant, à l'époque, la haute cour de justice. Ce qui n'a pas été le cas. On s'est focalisé sur Sylvia, qui était la première dame, mais qui n'avait pas un rôle des moindres, où ceux qui ont approché le pouvoir savaient qu'elle avait une emprise sur le fonctionnement de l'État. Et puis mais rien officiellement. Voilà, rien officiellement, mais officieusement, tout le monde connaissait sa puissance, y compris son fils. D'où le problème avec Oligui Nguema. Mais pour régler ça, de manière républicaine, vous les traduisez devant les tribunaux, vous respectez les procédures, et ils sont sanctionnés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'opacité dans le traitement judiciaire de cette affaire. On dit on les a placés en détention préventive. La détention préventive, c'est une décision qui est prise par le juge d'instruction. Est-ce que vous pouvez me sortir la décision ou l'ordonnance de détention préventive qui avait été prise par le juge d'instruction? Dans le contexte gabonais, il faut quand même faire œuvre de transparence. Après, on vous dit non, mais ils ont voyagé, ils sont sortis du territoire sur le fondement d'une mise en liberté provisoire, comme si la liberté était provisoire. Mais c'est le terme consacré par le Code de procédure pénale au Gabon. La mise en liberté provisoire, c'est aussi une décision prise par le juge d'instruction, notamment une ordonnance. Qui peut vous produire l'ordonnance de mise en liberté provisoire? Et quand ça suscite le scandale dans le pays, on dit non, mais ils vont revenir pour subir leur procès. Qui nous donne cette garantie? Vous pensez que Bongo est sorti avec son épouse et son fils pour revenir, se faire lyncher et se faire condamner? Après, on entend non, mais ils seront jugés par contumace. Mais c'est une porte de sortie trop facile. Non, mais Sylvia est sortie parce qu'il y avait des problèmes de santé, mais elle ne pouvait pas se traiter ici. Et on a tous appris la sortie d'Ali Bongo et sa famille par des médias étrangers. Est-ce que c'est sérieux? Dès le départ, le traitement officieux, et j'ai envie de dire voyoucrate de cette affaire, laissait déjà présager qu'on était dans un règlement de compte et pas dans un règlement judiciaire de cette affaire. C'est aussi simple que cela. Et donc tout le reste, c'est des fariboles, ce sont des éléments de propagande pour soutenir le régime. C'est dommage. Oligui Nguema se serait grandi, ou aurait en plus grandi dans sa capacité à conduire l'État de manière républicaine s'il avait tout simplement laissé la justice traiter cette affaire de manière républicaine, c'est-à-dire en respectant les règles et procédures attachées à un État de droit.
Mais il y avait peut-être un risque qu'il soit éclaboussé ou d'autres membres du CTRI et que ça entrave peut-être au calme dans le pays. Et c'est pour cette raison qu'ils ont procédé comme ils l'ont fait. Mais c'est la faute de qui? C'est lui qui a prétendu qu'il pouvait renverser Ali, Sylvia et Noureddine. C'est une responsabilité qu'il a prise. Donc, ce qu'on lui demande, c'est la transparence et la cohérence. Pendant très longtemps, les affaires judiciaires n'ont pas été transparentes. Pour rassurer les Gabonais, pour les convaincre que tout se fait normalement. Mais il faut que les choses soient faites dans la transparence. Clairement, ce dossier aurait dû être un symbole. Ouais, ça aurait dû être un peut-être qu'on lui a fait un procès d'intention, et là, il serait sorti pour dire, mais non, mais les choses se déroulent clairement. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Sylvia et Noureddine déposent une plainte au tribunal de Paris contre les tortionnaires, peut-être même contre Oligui. De manière coïncidente, le parquet nous annonce que il y aura des saisies de biens, il y aura des saisies de ceci, cela. Mais pourquoi tout cela ne s'est pas fait pendant tout ce temps? Durant tout ce temps, pourquoi cela n'a pas été possible? Aujourd'hui, je crois que Oligui Nguema, lui-même, il est piégé, je vous le disais. Il est dans le système. Et comme il est dans le système, il ne peut pas remettre totalement en cause ce système, sinon lui-même il tombe. Le coup d'État a-t-il été fait pour les Gabonais, pour le Gabon, ou le coup d'État a été fait pour éliminer le cancre, le mouton noir de la bande, pour que le système continue à opprimer le peuple, pour que le système continue à préserver ses intérêts? De mon point de vue, le coup d'État du 30 août 2023 est une supercherie. Il a été réalisé pour éliminer le mouton noir, pour préserver le troupeau qui est l'image du système qui continue à préserver ses intérêts. À la fin de cet été, il va y avoir des élections législatives et locales. Vous avez lancé un mouvement politique. Les nouvelles règles régissant les partis politiques mettent en place des règles très drastiques. 10 000 adhérents qu'il faut pouvoir produire, d'avoir un certain nombre d'élus, etc., etc. Comment vous appréhendez ce scrutin à venir? Je l'avais déjà dit dans une émission chez certains de vos confrères que j'étais convaincu qu'Oligui Nguema ferait passer des mesures drastiques pour contraindre des partis existants, donc légalement reconnus, à se faire absorber ou à fusionner, mais notamment à se faire absorber par l'UDB. Bon, à l'époque, c'était pas encore l'UDB, on parle du RDB, mais qui est devenu l'UDB. Et puis, les partis qui ne sont pas légalisés, les mouvements qui ne sont pas légalisés tels que le nôtre, parce que nous étions en train de nous organiser pour la légalisation, à la mort, tout simplement. Nouvelle Euro ne peut pas, dans les temps actuels, Nouvelle Euro, c'est le nom de mon mouvement, avoir 10 000 adhérents. C'est pas possible. Donc, le choix, c'est soit ses membres intègrent un parti politique ou un mouvement déjà reconnu, et s'il a des candidatures, présenter ces candidatures-là. Donc, j'ai tiré très vite la conclusion qu'il fallait aller au dépassement du parti existant, qu'il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Un grand mouvement ou un grand parti qui soit en capacité de redonner de la crédibilité à la parole politique, à l'engagement politique, à l'action politique, à la gestion de l'État, mais surtout au sens de responsabilité auquel doivent se soumettre quand même les leaders politiques. Et donc, à titre personnel et avec mes amis, nous travaillons à cela. La semaine prochaine, nous aurons des annonces et vous saurez effectivement quelles sont les démarches que nous allons entreprendre pour parvenir à ce que je viens de dire. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux être un leader intergénérationnel. Mais pour cela, il faudrait que les moyens que je me donne soient conformes à cette ambition. Parce que je constate que malheureusement, cette transition est un acte manqué, est une occasion perdue. Alors que nous avions l'opportunité de refonder les bases d'un Gabon sain, d'un Gabon nouveau, d'un peuple réconcilié et d'un pays qui rentre dans la dynamique économique et la justice sociale. L'union, le travail et la justice auraient dû être réhabilités durant cette transition. L'union a été minée parce qu'on a quelqu'un qui se vante publiquement d'être un grand diviseur parce qu'il a lu Machiavel. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'a pas lu Machiavel, il a plutôt lu Jean-Jacques Bougavel. Le travail ne nourrit pas toujours correctement son homme. Quand vous faites le tour du Gabon et que vous discutez avec les gens, rares sont les Gabonais qui vont vous dire que le travail paye au Gabon. Je n'ai jamais compris ça. La plupart des Gabonais pensent qu'ils ne sont pas bien payés. Il n'y a pas la reconnaissance de leur travail, de leur mérite. Parce que le travail va aussi avec le mérite. Il faut donc réhabiliter le travail au Gabon. Donc, par rapport aux législatives locales, c'est un peu ça que je peux dire. Ok. Sur l'échiquier politique, ce rassemblement se ferait entre qui et qui? Quel est le périmètre que vous vous êtes fixé pour ne pas aller faire des alliances contre nature? Vous avez raison de poser la question parce que ça permet aussi de mieux aiguillonner. Mon combat et mes interventions récentes donnent un peu l'aperçu de ce qui peut structurer un tel rassemblement. Je suis un républicain. Je défends l'intérêt général. Je m'opposerai donc naturellement à ceux qui ont une conception tribaliste, clanique, ethnique et régionaliste. Mes interventions récentes structurent un peu les principes auxquels on doit être attaché et
les conditions d'un tel rassemblement. Défendre la République, donc une conception républicaine de l'État, contre une conception clanique, ethniciste, patrimoniale, dynastique. Je suis un démocrate. Je suis pour la séparation des pouvoirs, la transparence électorale, le pluralisme. Tous ceux qui défendent une vision totalement rabougrie de la démocratie et qui portent atteinte au pluralisme seront opposés à nous. Tous ceux qui défendent l'autocratie, la supériorité d'un individu sur le peuple, seront nos adversaires. Mais aussi, il faut instaurer une autre culture aussi de la politique. Quelle est la vision que nous avons de la société gabonaise? Quel est le système économique et social que nous proposons? Quelle politique diplomatique? Quelle politique culturelle? Il faut qu'on arrête de faire de la politique contre quelqu'un et pas contre des idées. Nous avons commis cette erreur pendant trop longtemps. Où c'était contre Ali. Contre Ali. Ali est parti. Ceux qui combattaient Ali acceptent les mêmes bêtises qu'ils dénonçaient chez Ali. Mais ça, c'est la politique des personnes. Ce n'est pas une politique rationnelle, c'est une politique émotionnelle, c'est une politique de l'émotion. Et dans le royaume de l'émotion, quelqu'un est passé par là, il vous a fait comprendre qu'il est le Messie, il est le Sauveur, il est Moïse, tantôt Josué, et les gens ont cru qu'il venait pour sauver le Gabon de l'enfer. Mais c'est l'enfer que beaucoup vivent aujourd'hui. Que lorsqu'on est engagé en politique, il faut aborder les thématiques qui sont au cœur des préoccupations des Gabonais. Le chômage est une préoccupation. Le décrochage scolaire est une préoccupation. Le taux de mortalité qui augmente est une préoccupation. Et puis, il y a la problématique du développement. Quelle vision du développement avons-nous? Nous avons trop une vision matérialiste du développement. L'eau, l'électricité, les maisons, la sécurité et autres. Mais avons-nous une vision civilisationnelle du développement? Quel modèle de société? Pourquoi on admire les Américains? C'est un modèle de civilisation. Pourquoi certains admirent les Français? La France est un modèle de civilisation. La civilisation, c'est quoi? C'est le modèle institutionnel, c'est le modèle politique, c'est le modèle économique, c'est le modèle social. Nous connaissons l'État-providence, la sécurité sociale, mais ce sont des choses qui nous viennent de l'Europe, de l'Occident. Voilà pourquoi on admire ces sociétés-là. Est-ce que nous ne pouvons pas nous aussi penser notre modèle de société qui fera en sorte que le Gabon sera la référence de l'Afrique centrale, de l'Afrique, et peut-être aussi une référence dans le monde? Je crois qu'il faut porter cette ambition-là. Sinon, la politique désormais ne sera qu'un concours d'éloquents, de communicants, de propagande et de promesses creuses qui n'auront aucune emprise sur la situation réelle des populations. Nous voilà rendus à la fin de notre entretien, Monsieur Nzéhou Moussok. Je vous laisse le soin de le clôturer. Si vous avez un dernier mot à nous adresser. Je reprendrai ce que j'ai dit. Certains m'ont connu il y a quelques années, d'autres un peu plus à l'occasion du débat référendaire, donc durant la transition. Mais je veux que mes compatriotes comprennent les valeurs qui m'animent. Je ne veux pas dire ici que je suis socialiste progressiste, je le suis. Mais on pourrait rentrer dans un débat idéologique et d'école, c'est pas le plus intéressant. Je suis beaucoup animé d'un esprit de justice, parce que l'injustice, à travers mon expérience personnelle, je l'ai vraiment vécue. J'ai constaté que dans la société, les mêmes problématiques d'injustice existaient. Et avec mon évolution d'homme et mon parcours d'intellectuel, j'ai décidé de mener ce combat. C'est le premier fondement, la première motivation de mon engagement politique. J'ai très vite connu les difficultés familiales qui m'ont donné une appétence pour la solidarité, l'esprit de famille. Je vois le Gabon comme une nation, mais hélas une nation à construire ou à reconstruire, parce que ce qui constitue une nation, c'est l'histoire, d'où nous venons, mais le projet où nous allons. Et j'ai l'impression souvent que les Gabonais ne savent pas où ils vont, et donc ils ne savent pas vivre ensemble, en fait. Mais en tant qu'acteur politique, je sais qu'aucune liberté, aucun développement ne peut se produire dans une société si vous avez à la tête de votre État un tyran, un autocrate, avec un régime de cour, des partisans, des conabellistes, qui cautionnent chaque jour ce qu'il fait, même quand c'est mal, et qui n'ont jamais le courage de s'opposer à lui, parce qu'ils s'engagent d'abord pour leurs intérêts et pas pour l'intérêt du pays. Donc vous l'avez compris, moi je veux défendre la justice, je veux défendre le travail, je veux défendre la République, je veux défendre la démocratie, parce que ce sont les conditions de notre unité, de notre dynamisme et de la justice et du modèle que moi j'appelle de tous nos voeux les Gabonais à bâtir ensemble. Dans quelques semaines, je ferai des sorties, des interventions avec d'autres. Donc c'est ça mon combat, où mon parcours témoigne de la constance de mes valeurs et de mes convictions. Parfait. Fred Aurel Nzéhou Moussok, merci encore. C'est moi qui vous remercie.